Bonjour et bienvenue pour un nouvel enregistrement d'Encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech, 2 fois par mois. Alors Rémi, d'abord j'espère que tu as passé de bonnes vacances puisque nous sommes fin août. Absolument. Ah oui. Est-ce que tout s'est bien passé pour Écoute, toi? c'était bien reposant. J'ai pas pu lire tous les livres que j'avais annoncé que je lirais, mais bon, je me suis bien reposé. Et toi? Écoute, pareil, c'était top. Et voilà, du coup on est content de vous retrouver. Voilà, on a été réguliers tout l'été, donc on espère que vous avez apprécié et on repart du coup de plus belle pour se faire cette fin du mois d'août et on vous souhaite un très bon mois de septembre et bon courage à ceux qui reprennent Mmh. ces jours-ci. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler, Eh bien, Rémi? on a sélectionné 3 sujets, plus un bonus. Le premier, ça va être éviter les ransomware et les autres cyberattaques. Une IA, intelligence artificielle, redoutée des politiciens. Zoom s'ouvre aux applications. Et notre bonus, changer de client mail, qui peut être un beau projet pour en cette période de rentrée. Bon, et puis juste avant de rentrer dans nos sujets, je voudrais encore remercier toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement, voilà, qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc ça nous fait bien plaisir. On continue à nous donner du feedback. Dans chaque épisode, dans les notes, il y a à la fin un lien pour nous laisser des commentaires. Et puis sinon, vous pouvez juste nous passer un petit message sur le site encoreunpodcast.tech. On vous redonnera ça à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, voilà, on apprécie toutes les personnes qui nous écoutent et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues, vos nouveaux collègues, lors du déjeuner de rentrée de votre équipe, par exemple. Ça peut Excellente être une idée, très bonne tout à opportunité. fait. Et si on a des nouveaux, vous les inscrivez de force avec leur email et puis hop, c'est bon, on dira. Toujours, si vous avez des stagiaires, des alternants, vous les mettez directement dans la liste. Exactement. Ok, premier sujet, Rémi. Alors, comment éviter. Alors, tu as des ransomware, peut-être, je ne sais pas le prononcer en fait. Je dis ware depuis des années, mais Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas bien. software. Et les autres cyberattaques. Comment on évite toutes ces nouvelles menaces Qui informatiques? sont de plus en plus présentes, depuis 2020 et le fait que tout le monde enfin beaucoup de gens sont passés en mode télétravail, donc étaient en environnement un peu moins sécurisé. Il y a une explosion des cyberattaques. Donc en début d'année, on a eu le cas de Colonial Pipeline, qui est un gros opérateur d'hydrocarbures sur la côte est des États-Unis, qui, en mai 2021, s'est fait pirater, et ce qui a bloqué toutes ses activités, donc c'est-à-dire plus de pétrole dans de nombreux endroits de la côte Est, donc très gênant. Et fin juin, plus gênant, c'est les utilisateurs d'une solution qui s'appelle Kaseya, qui permet de gérer un parc informatique. Donc c'est-à-dire que vous êtes dentiste, vous avez 3, 4, 5 ordinateurs, vous n'avez pas besoin de les gérer, ils sont gérés automatiquement par Kaseya, leur mise à jour, leur sécurité, etc. Sauf que quand Kaseya lui-même est touché, ça impacte finalement tous ses clients, et ce qui a fait qu'il y a environ 1000 entreprises qui ont été touchées, des petites, donc je donnais le cas de dentistes par exemple qui utilisent cette solution, comme des grosses entreprises. Et donc c'est vraiment des problèmes graves, parce que potentiellement ça peut bloquer et votre système d'information, donc vous revenez au papier, ce qui rend un petit peu galère les choses, euh, ou tout simplement, ça peut même récupérer toutes les données que vous avez. Donc, vous êtes dentiste ou médecin, qu'on récupère les données de vos clients et qu'on les balance sur la toile, c'est un peu problématique. Euh, donc, Colonial Pipeline, l'exemple, c'était juste une entreprise qui est touchée. Donc, finalement, c'est grave parce que ça impacte tout le monde, mais ça impacte qu'une entreprise. Mais dans le cas de Kaseya, comme il y a énormément de gens qui sont clients de cette entreprise et qui installent ces logiciels et qui vont du coup être touchés par ricochet, là, ça devient très gênant. Et on peut s'attendre à avoir encore de nombreux cas de ce genre donc de piratage dans les prochains mois et années à venir. Et du coup, alors, c'est quoi les bonnes pratiques? Comment on peut éviter ces cyberattaques ou être déjà un petit peu plus armé pour y répondre? Est-ce que toi, tu as des conseils Mm, à nous recommander? Oui, eh bien, tout à fait, ça tombe bien. En plus, c'est la rentrée, donc c'est le moment où on fait toutes les to-do list de choses qu'on va bien faire. Les bonnes Exactement, résolutions. les bonnes résolutions. Donc, on a quelques conseils parce qu'au final, souvent, ces cas de piratage, ça repose sur la chose qui est entre l'ordinateur et le siège, c'est-à-dire l'humain, qui est influencé par de nombreuses choses. Et donc, il faut faire tout simplement, le gros conseil, ça serait de manière générale, si on ne connaît pas l'expéditeur,
on évite de cliquer sur le lien ou d'ouvrir la pièce jointe à l'email. Parce que généralement, c'est ça qui va être le déclencheur principal. Si malencontreusement on a cliqué, il faut vérifier l'adresse du site sur laquelle on arrive. Même si on a l'impression que c'est un vrai, eh ben, on peut faire, par exemple, si on tape Google, et il pourrait y avoir un des deux O qui est un 0, donc très similaire. Et donc, si on va vite, on n'y fait pas gaffe et donc on se fait infecter. Donc, toujours vérifier la ponctuation des sites sur lesquels on va. Ensuite, bien sûr, l'email, en tout cas l'offre qui est présente dans l'email va être beaucoup trop alléchante. On connaît les classiques, cliquez ici pour remporter la loterie de 50 millions de dollars. Mais ça peut être, dans les entreprises par exemple, un truc qui nous passionne tous, je ne sais pas, tu vas me dire, c'est Greg toi aussi, c'est imaginer recevoir un document qui s'appelle liste de tous les salaires de vos collègues. Ça attire l'œil quand même, on se dit, ouais, tiens, je vais jeter un œil. C'est un clickbait, Exactement. effectivement. Et donc, c'est beaucoup trop alléchant pour être vrai, donc évitez de cliquer aussi. Et dans le cas où vous êtes dans une entreprise et vous vous rendez compte que vous êtes fait pirater, vous avez cliqué sur le lien qu'il ne fallait pas, franchement, ça peut paraître bête, mais faites pas le mort. Allez prévenir votre service informatique parce qu'il n'est jamais trop tard et potentiellement, ça peut éviter une propagation énorme et de cloisonner ce risque. Et normalement, si l'entreprise est correcte, vous ne serez pas puni. Ça pourrait arriver à n'importe qui, en fait. Donc, ouais. C'est un bon conseil, Rémi, effectivement. Moi, j'en rajouterais peut-être un petit, c'est-à-dire qu'il faut, de manière générale, faire attention quand on est, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on peut arriver sur un site internet qui ressemble à un site officiel. Méfiez-vous aussi des emails. Les emails, c'est un des trucs qui peut le plus facilement être falsifié. C'est-à-dire qu'avec des logiciels d'emailing comme ceux qu'on peut utiliser, Rémi et moi, par exemple, dans nos autres activités, on peut par exemple très facilement changer l'expéditeur, changer l'adresse email qui apparaît pour la personne qui reçoit le mail. Et donc, on peut finalement pas mal flouer, Mhm. pas mal rendre officiel un email. C'est comme si, voilà, moi je réussissais à appeler, comment dire, c'est comme si je réussissais à appeler Rémi en me faisant passer pour un contact de son Mhm. répertoire. Et donc, quand le téléphone sonne, il voit le contact d'un répertoire alors que c'est moi qui est derrière. Bah, les mails, c'est pareil, ça peut fonctionner de cette manière-là. Et donc, on peut potentiellement ouvrir un mail qui n'est pas du tout de la personne dont on pense qu'il est. Donc, ça, c'est aussi un petit point important à avoir en tête et à vérifier. Et puis, je te rejoins sur les histoires de, voilà, si vous êtes en entreprise, si c'est un matériel personnel, bah, n'hésitez pas, voilà, à aller voir votre service informatique. Il y a plein de manières aujourd'hui qui peuvent être utilisées, mais c'est vrai que le facteur humain, c'est souvent celui qu'on vise en premier parce que voilà, en envoyant 1000 personnes, il y en a bien une qui va cliquer sur le Ouais. lien et ça sera déjà trop tard. Et une dernière petite alerte, c'est on a beaucoup parlé des mails. Faites gaffe aussi aux SMS. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet, il y a eu le scandale du coup avec le logiciel, ah merde, j'ai oublié le nom, Pegasus. c'était Pegasus, exactement, qui, voilà, via un simple message reçu par mail, qu'on clique ou pas dessus d'ailleurs, hein, des fois, permet finalement d'infecter un appareil complètement. Et donc ça voilà, c'est aussi un levier, les messages, les SMS que vous recevez en vous disant que vous avez reçu une offre, bah voilà, n'hésitez pas, surtout vous supprimez ça, Mhm. si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, voilà, vous supprimez tout simplement. Et dès que vous avez le moindre doute sur l'origine du lien, bah, il vaut mieux passer à côté d'une peut-être bonne affaire que de se faire infecter son téléphone. Mhm. Donc ça, voilà, soyez vigilant là-dessus. Toi, Rémi, ça t'est déjà arrivé justement de te faire Et attaquer? oui, et oui, et oui, bien sûr. Et c'est comme quoi ça arrive même aux meilleurs. Je me suis fait avoir par un email que j'ai reçu. Donc, si vous lisez ma newsletter, vous verrez que j'aime bien les cryptos et leur univers. Donc, j'en ai quelques-unes. Et j'ai été victime d'un phishing. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai reçu un mail qui me promettait un certain nombre de ce qu'on appelle un airdrop. C'est-à-dire que si vous avez fait certaines actions, si vous possédez certaines crypto-monnaies, pour vous remercier, on va vous en donner plus, soit d'une même crypto-monnaie, soit d'une autre. Alors ça peut sembler un peu louche au premier abord, mais ça arrive. Sauf que là, c'était bien pas un piratage, mais un scam. Et donc j'ai validé, donc j'ai perdu une belle somme de Stellar Lumens, dont je ne me remets toujours pas. Mais bon, c'est la vie et ça m'a bien appris. Maintenant, je fais vraiment gaffe. Et toi, Greg? Donc tu as perdu des Eh cryptos oui, en fait, eh oui, concrètement, eh c'est oui, ça? oui, oui. Oh!
Écoute, moi, non, ça a failli m'arriver, ça a failli m'arriver. J'ai reçu une fois alors pour te dire à quel point, voilà, ça peut être très, très vicieux. Et j'ai reçu une fois un mail, un SMS, je pense, ou un mail, je sais plus, de mon hébergeur, me disant qu'il y avait non, c'était un mail, me disant qu'il y avait un des domaines que je gère qui arrivait à expiration. Et sans préciser quel était le domaine. Et puis je sais qu'à cette période-là, j'avais plus ou moins des domaines qui arrivaient à expiration. Donc je clique sur le lien, en me pensant être chez mon hébergeur. Et là, j'arrive sur une fenêtre, effectivement, me demandant de renseigner ma carte bleue. Et en fait, je le fais, vraiment pensant Ouais. que j'étais chez mon hébergeur. Ça semblait complètement aligné, ça collait, hein, c'était mon hébergeur. Mmh. Voilà, c'était une bonne période, c'était le bon canal. Donc, ça pouvait vraiment être ça. Et donc je commence à renseigner le mail. Donc, c'était 12 € je crois. Donc je vais pour payer, je mets mon numéro de carte bleue et je reçois un SMS de vérification de ma banque, qui me demande de confirmer le montant de, 120 €. 1 200 Ah! €. 1 200 €, 1 200 €. En fait, c'est juste qu'il y avait, voilà, un petit problème de zéro, qui était pas visible sur l'interface que je saisissais. Donc heureusement qu'il y a des systèmes Ouais, c'est justement, par les clair. banques qui permettent, via une vérification de valider le montant. Mmh. Donc ça, vraiment, faites gaffe là-dessus, ça peut arriver. Et juste pour, une petite anecdote, hein, puisqu'on parle d'erreur de saisie, je relatais il y a quelques semaines dans ma newsletter, une personne justement qui avait fait une petite erreur de saisie, en saisissant un pourboire. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais dans certains pays, alors je crois que c'était en Suisse Ouais. cette fois-ci, mais c'est notamment le cas aussi, aux États-Unis. Tu peux, quand tu règles au restaurant, par exemple, choisir de renseigner, tout simplement, le montant, du pourboire que tu laisses au serveur. C'est notamment les pays dans lesquels les pourboires sont un peu plus institutionnalisés, où vraiment, si tu laisses pas 10% Ouais. ou 15%, c'est très, très, très mal vécu. Donc c'est vraiment, c'est pas comme en France vraiment. Et du coup, c'est complètement intégré au système de paiement. Donc quand tu donnes on te donne le TPE pour régler, ben en fait, il y a un écran qui te permet de saisir le montant que tu souhaites donner en pourboire. Sauf que, bah, c'est une touriste russe qui arrive, le TPE. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saisit, son numéro de carte bleue, pensant que, pardon, son PIN, pensant que c'était le moment où il fallait vérifier voilà, valider le truc. Sauf qu'en fait, elle a rentré son PIN, à l'endroit où le montant, qui était demandé, c'était le montant du Ah pourboire. oui, oui, oui. Et elle valide tout Oh là ça, là. et bim, 6 000 € de pourboire. Parce qu'elle avait un PIN qui était genre, Bah, ouais, ouais. 7 542, un truc comme ça. Et donc en euros, ça faisait plus de 6 500 € de pourboire. Et figure-toi que comme il ne s'agit pas d'une manœuvre frauduleuse, mais vraiment d'une erreur humaine, en fait, c'est pas du tout couvert. Il n'y a aucune obligation de te rembourser. Et Oh là là. l'établissement a déposé le bilan quelques semaines plus tard. Donc, elle a dit, voilà, c'était le plus gros pourboire pour un café, Généreuse, très de généreuse. Ouais, ouais, l'histoire. ouais. Très, très généreuse. Je pense que voilà, le café lui est un peu resté en dehors de la gorge. Tout ça pour dire que voilà, il faut être vigilant. Et même sur des dispositifs avec lesquels vous êtes habitué, il faut toujours, toujours, à partir du moment où vous manipulez des données un peu confidentielles, financières, faire hyper Mmh. gaffe, parce que voilà, une mauvaise manip où il suffit qu'une chose ne soit pas positionnée au même endroit que d'habitude pour que ça mérite de vous alerter, euh, voilà, pour éviter des erreurs qui peuvent être Mmh. fâcheuses. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ah bah écoute, on va faire attention, du coup. Yep. Alors, deuxième sujet, tu voulais nous parler d'une intelligence artificielle qui fait peur aux politiciens? Exactement. Ah bon, on parle beaucoup, beaucoup, d'intelligence artificielle, hein. C'est un peu un buzzword. Et ouais, parfois, voilà, parfois il y a quelques infos qui interrogent, qui font sourire ou qui font crisper. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'une initiative citoyenne, hein. Donc c'est quelqu'un qui a mis ça en place, sur son temps libre, qui s'appelle The Flemish Scroller. Alors Flemish Scroller, les scrollers, donc le fait de scroller sur son téléphone flamand. Qu'est-ce que c'est The Flemish Scroller? C'est en fait alors ça se passe où? Ça se passe en Belgique, Mmh. plus spécifiquement du côté du gouvernement flamand. Et en fait, toutes les séances au Parlement, du gouvernement sont enregistrées et diffusées en live sur YouTube. Là, tu pourrais dire, c'est cool, bien quoi. Bah, bel exemple de Ouais, transparence, c'est cool, donc un peu comme la chaîne oui. parlementaire, ici, hein.
Sauf que, comme c'est sur YouTube, il y a un petit malin qui s'est amusé à brancher une petite IA dessus qui interprète en fait ce qu'elle voit, l'IA. Et qu'est-ce qu'elle interprète? Elle va interpréter deux choses. Elle va interpréter les personnes qui sont sur la vidéo et elle va interpréter si elles regardent leur téléphone. Mmh. Et donc, en fait, cette petite IA qui tourne en tâche de fond, du coup, à chaque fois qu'elle va repérer un député, une députée, un membre du gouvernement qui est sur son téléphone, eh bien, en fait, elle va tout simplement publier automatiquement un tweet et un message Instagram avec la séquence vidéo et en interpellant le compte Twitter ou Instagram du Mmh. conseiller en lui disant: «Eh ben, tu ferais mieux de te concentrer sur la séance plutôt que d'être sur ton téléphone». Et donc, c'est un peu voilà, c'est un peu de l'humiliation publique qui est faite de manière complètement automatisée. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant le fait que certains politiciens ne sont pas full Ouais, bien sûr. focus Mmh. pendant certaines décisions sont en train d'être prises. Et puis, bah, des fois, il y a des séquences où tu vois, ils sont 4-5 à être sur leur téléphone simultanément, quoi. Donc, soit ils s'envoient des Là, c'est le messages, bingo, ouais. soit. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont un peu moins concentrés. Et donc voilà, tout ça est géré de manière automatisée. Donc c'est à la fois, je trouve fascinant parce que ça montre un niveau d'automatisation et d'usage de l'IA qui est assez Mmh. fun finalement. Et puis, je sais pas toi, mais moi, il y a un côté un peu terrifiant. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est vrai que c'est enfin, en fait, comme c'est, des politiques dans un endroit qui est censé aussi être public et où ils ont à répondre de leurs actions, finalement, ça ne me gêne pas trop. Enfin, je trouve ça même vachement intéressant, de les rendre redevables, même si effectivement, ils ont le droit d'utiliser leur téléphone pour, googler un truc qu'ils viennent d'entendre et sur lequel ils veulent un peu se renseigner. Mais je trouve ça bien de mettre un peu plus ouais, d'action publique dans ce qu'ils font, quoi. Et de redevabilité, enfin d'être, qui montre qu'ils soient redevables, en fait. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui. Ce qui est terrifiant, c'est l'usage qui pourrait être fait sur la population au global en utilisant ce qu'ils font en Chine notamment, en voulant connecter toutes leurs caméras ensemble et pouvoir valider en fait tout ce que font les gens et les scorer. Là, ça fait un peu plus flipper. Mais cet exemple-là, je trouve que c'est un exemple intéressant et d'utilisation d'intelligence artificielle dans la vie publique. C'est ouais. Moi, je me mets à flipper, tu vois, si ce genre de dispositif débarque dans nos salles de Oui, c'est réunion, vrai. ça va être assez Oui, compliqué. c'est Et puis, je préfère perso des initiatives comme Nos députés en mm, France, qui est un site qui va plutôt être dans le quali et qui va aller regarder concrètement si ton député, donc celui que tu as élu, pardon, est présent, vient aux séances, pour quels éléments il a voté pour, contre. Et donc, c'est vraiment une sorte de petite fiche de notation de synthèse de l'activité du député pour voir finalement si en gros, il a fait le job pour lequel tu l'as mis à cet mm, mm. endroit-là. Et ça, je suis un peu plus à l'aise avec ce type d'approche parce que alors c'est bien, c'est important quand même de montrer que les gens soient présents et concentrés. Maintenant, c'est encore mieux de montrer qu'ils sont là et qu'ils prennent les bonnes Ouais, décisions et qu'ils sont assidus. tout à fait. Parce que déjà, voilà, je me dis que déjà ceux qu'on prend en flag en train d'être sur leur téléphone, ils ont fait l'effort de venir C'est entre vrai. guillemets. Oui, parce que peut-être le Donc wifi déjà, ils captait sont pas chez eux, du coup, c'était plus facile au Parlement. exactement. Tu peux peut-être avoir ce genre de problème. Voilà, du coup, ça m'a bien fait rire et je voulais le partager avec toi, ce Mm, sujet-là. mm. Non, très bien. Non, en tout cas, ça a le mérite de faire parler et de l'intelligence artificielle, de la puissance de l'intelligence artificielle, et d'un autre côté, de l'action politique en disant soyez un peu plus redevables, vous avez un job à faire pour nous. Donc c'est intéressant. Je suis pas sûr que ça soit un truc qui va le laisser fonctionner, j'espère pas d'ailleurs, mais c'est chouette, ouais. Ça on a bien parlé, donc intéressant. Et troisième sujet, donc, apparemment, Zoom s'est ouvert à d'autres applications. Yes, tout à fait. Donc Zoom, on va plus présenter cette application qui a réussi, je crois quand même, on le dit pas assez, mais un tour de force, hein, parce que elle s'est vraiment imposée au moment des premiers confinements, alors que c'était pas du tout la seule application à faire de la visio vidéo, mais elle a réussi à craquer quelque chose au niveau des Mm. usages.
qui fait que vraiment elle est sortie du lot, alors qu'il y a d'autres solutions, hein, qui font les choses, aussi bien et voilà, ils sont arrivés vraiment, très, très, bah, ils ont vraiment sorti leur épingle du jeu et je pense que peu de personnes connaissaient Zoom, en dehors de certains cercles, avant le confinement et désormais c'est presque devenu un terme générique, hein, au même titre que Kawaii ou je ne sais Mmh. quoi. Donc ça voilà, c'est le premier achievement que je trouve, assez louable pour Zoom et la question c'était: «OK, comment va évoluer Zoom?» Après voilà, maintenant qu'on est tous revenus sur des rythmes un peu plus normaux, on va dire. Et il y a un move intéressant qui a été fait par la plateforme, et qui a été annoncé finalement il y a quelques mois, hein, qui a été annoncé en octobre dernier. C'est l'ouverture d'une marketplace, et l'ouverture à d'autres applicatifs pour que finalement on puisse enrichir, considérablement les fonctionnalités de Zoom. Parce qu'en fait, le problème souvent, c'est que tu vas avoir un outil qui va faire la visio, mais derrière, je ne sais pas si ça t'est arrivé de participer à des webinaires ou de participer à des événements en ligne, ou même des réunions un peu interactives. Bah, en fait, souvent, tu as besoin, en plus de juste la partie vidéo, d'avoir peut-être des modules d'interaction, d'avoir des modules de collaboration, des modules de travail en ligne. Mmh. Et tout ça, finalement, euh, aujourd'hui, la situation qui est souvent vécue, c'est de devoir ouvrir une autre fenêtre de navigateur. Donc en fait, d'un côté d'avoir ton Zoom, ta réunion avec ta vidéo, et puis de l'autre côté d'être obligé d'ouvrir ton browser pour qu'il se passe d'autres choses à côté, ne serait-ce que voilà, remplir un sondage ou collaborer ou écrire quelque chose ou enfin bref, il y a plein d'exemples. Et l'idée en fait, c'est voilà, de la marketplace de Zoom, c'est tout simplement d'être capable, via des API, de s'intégrer assez profondément à Zoom pour que tu n'aies pas besoin de sortir de ton interface, que tu restes dans ton événement et que tu puisses, comment dire, en plus intégrer des fonctionnalités d'outils que tu utilises par Ouais. ailleurs. Alors que, ils ont annoncé en tout cas, parce que c'est aussi ça le truc, c'est que tu as peut-être une licence pour certains outils, tu as peut-être pas envie d'aller en plus voilà, payer Zoom ou utiliser un autre outil spécifiquement pour un service alors que tu payes pour autre chose. Et donc ça a été annoncé de ça en octobre dernier lors d'une conférence organisée par Zoom. Et tu avais, donc ça s'appelle les apps, ZAPPS, et tu as déjà un certain nombre d'acteurs assez connus qui se sont plugués dessus. Tu as par exemple Google Doc, tu as Dropbox, tu as Salesforce, tu as des outils comme SurveyMonkey pour les sondages, par exemple. Tu as Slack, tu as Zendesk pour le support. Bref, tu as pas mal de sociétés qui s'étaient manifestées. HubSpot pour le CRM. Bref, t'en as pas mal. Et en fait, qui s'étaient manifestés pour être capable de s'intégrer avec Zoom. Et en fait, pourquoi on en reparle, c'est qu'il y a quelques semaines maintenant, finalement, toutes ces sociétés ont commencé à délivrer leurs premières apps sur le Zoom, sur l'interface Zoom. Et du coup, bah, ça permet finalement d'enrichir beaucoup plus largement la palette des fonctionnalités et du coup d'avoir un côté finalement différenciant de Mmh. Zoom, parce que finalement, tu as une intégration assez fine, assez profonde d'applications avec lesquelles tu es habitué de travailler et donc tu n'as pas besoin de switcher. Tu vois, si j'ai l'habitude de travailler sur Google Docs, je ne vais pas utiliser un autre système juste pour mes Zooms. Et puis si j'ai la possibilité de l'intégrer directement à ma fenêtre sans avoir à aller ouvrir une autre fenêtre de navigateur, bah, c'est quand même assez agréable. Et donc voilà, je pense que la prochaine, c'est un move assez intéressant qui augure un peu de ce qu'on va voir arriver. C'est-à-dire qu'on avait la vidéo finalement et puis derrière des éléments de travail ou d'interactivité qui étaient séparés. Et on va aller de plus en plus, je pense, vers une interface unifiée dans laquelle tu pourras voir les gens, mais en même temps travailler, collaborer dans les applications en live et pas juste en faisant du partage d'écran en Mmh. fait. Ouais. Donc vraiment en ayant une intégration plus synchrone, plus décentralisée aussi, et finalement basée sur une intégration beaucoup plus fine que juste du partage d'écran. Et donc ça, voilà, j'ai plutôt hâte de voir comment ça va évoluer. Je sais pas, quel est ton avis sur la question? Est-ce que toi, ça t'est arrivé justement de jongler entre différentes applications, dans le cadre de réunions Ah vidéo? bah, forcément, enfin nous, au boulot, on utilise principalement Teams, mais des fois on utilise Zoom. Donc oui, et pour les webinars, on utilise encore une autre plateforme. Donc oui, oui, carrément, on jongle un petit peu entre les applications. Ouais, j'attends de voir. C'est toujours intéressant de façon d'avoir
des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent et j'espère qu'ils font gagner du temps. Toi, enfin, c'est sorti, tu en as testé des auxquels tu vois qui J'ai pas pas eu le encore? temps Ok. de Bah, c'était les vacances en non, même temps. non, j'ai pas eu le temps d'en tester, mais ouais, c'était les vacances, c'est pas la période où j'ai fait le plus de Zoom. Mais par contre, c'est vrai que, le fait de pas avoir jonglé entre différentes applis, je vois vraiment Mhm. l'avantage. Il m'est arrivé là, ces derniers mois de choisir certaines solutions juste parce qu'elles avaient des Ouais, modules, pertinents, et donc de changer de solution technique juste pour avoir, une fonctionnalité. Et du coup, bah, là, ce qui est intéressant, c'est que, bah, tu n'as pas à changer tes habitudes, tu as pas à changer, tes applications. Tu as voilà, directement des choses qui s'intègrent à ton interface. Alors, je sais que ça existe un petit peu, hein, tu parlais de Teams, hein, dans Teams, tu as quand même un catalogue d'applications, mais qui n'est pas finalement que limité qui n'est pas que limité pardon, à la partie mhm, visio et qui prend souvent la forme d'un onglet supplémentaire dans ton mhm, interface. Donc, on n'est pas dans une intégration de ce que j'ai saisi, en tout cas, aussi ouais. fine que ce que propose Zoom. Bon, après, voilà, c'est des API, donc ça peut être facilement repris par d'autres acteurs. Mais en tout cas, je trouve que le move est intéressant et voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va un peu impacter nos manières de travailler, de Ouais. collaborer. Ouais, Donc non, ça, c'est c'est sûr. plutôt Bah, cool. c'est intéressant qu'ils essayent de s'étendre comme ça parce que en parallèle, en juillet, je crois, ils ont racheté pas mal d'entreprises, notamment une entreprise qui, si j'ai bien compris, gère des call centers. Donc ils essayent aussi de s'étendre et de ne pas rester que Zoom, la solution qu'on utilisait pendant le confinement pour faire du yoga ou du sport cloîtré chez soi ou pour faire des réunions tout simplement pendant la journée. Et ils essayent de s'étendre un peu, donc peut-être que bientôt on aura des spams de Free ou de SFR qui nous appellent en visio sur Steam, sur Zoom pour nous vendre leur nouveau forfait. Peut-être, peut-être. Ah, vivement. Très, très, très possible. La société à laquelle tu faisais référence, c'est Five9, qui a été rachetée C'est ça. 15 Ouais. milliards par Zoom. Oh là là. Donc ouais, 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 Zoom a les poches Mhm. profondes et Oui. vraiment est en train voilà, de capitaliser sur son image pour essayer d'investir et de voilà, trouver le prochain relais de croissance et prochain relais de différenciation parce que oui, beaucoup d'entreprises sont, que ce soit sur Google Meet Mhm. ou que ce soit sur Teams essentiellement, finalement, il y en a assez peu qui sont sur Oui. Zoom. Donc il y a aussi un enjeu, je pense, il y a aussi enfin, qui sont officiellement sur Zoom, qui ont le droit de l'utiliser. En tout cas, en France, j'en connais très très peu. Et du coup, voilà, c'est pas, initialement, Zoom avait eu quelques petits soucis de Ouais, au sécurisation début du confinement. Ouais. qui avait fait un peu de Ouais, tort. Et donc, voilà, je pense qu'ils essaient aussi de se rattraper et de se muscler par rapport à tout ça. c'est clair. Ok, Intéressant. bah, c'était tout ce que je voulais vous raconter sur Zoom, en tout cas. On suivra ça dans les mois et les semaines à venir. Du coup, Rémi, je pense que tu souhaitais nous parler d'une application cette semaine. Tout à fait. Et en fait, c'est pas n'importe quelle application, c'est une application, je pense, qui est centrale dans la vie de toute personne qui écoute ce C'est podcast. vrai. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. C'est bientôt la rentrée, comme on le disait plus tôt. C'est l'occasion de revoir un petit peu nos process personnels, euh, d'optimiser un petit peu la façon dont on gère nos tâches et pourquoi pas l'occasion de changer d'application d'email. Donc c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, vers mai ou juin, parce que j'en avais marre. Moi, j'utilise principalement Gmail, aussi bien l'interface web que les applications sur iPad ou sur mon téléphone Android. Et en fait, Gmail, il a une fonctionnalité qui part d'un bon sentiment, mais qui m'énerve. Je suis un gros lecteur de newsletters, bah, comme toi, Greg, j'imagine. Et en fait, Gmail ne télécharge pas l'entièreté des emails que vous recevez. Donc, si par exemple, vous avez un email dans lequel il y a pas mal d'images ou de gifs, arrivé à la moitié ou aux trois quarts, il faut cliquer sur un lien pour arriver pour le lire en ligne, en fait. Et donc, ça, c'est pénible parce que, pourquoi je vous raconte toute ma vie là? Parce qu'en fait, j'utilise beaucoup le mode sombre. Et ce mode sombre, donc c'est-à-dire que bah, quand vous lisez le soir, il y a assez peu de luminosité, vous avez un fond qui est noir et les lettres qui vont être blanc jaunâtre. Et donc ça fatigue beaucoup moins les yeux. Et quand vous cliquez sur le lien pour aller voir bah, la version web, tac, vous passez au fond blanc. Donc ça explose les yeux, donc j'en avais assez marre. Et donc toute cette histoire pour dire que j'ai cherché une solution alternative et je suis tombé sur Spark, qui est une application gratuite, en tout cas pour les utilisateurs personnels. Donc c'est chouette, il n'y a pas de limite. Leur but, c'est que
bah, peut-être que demain, vous alliez voir le responsable IT dans votre entreprise et vous lui dites: «Ah bah, il faut vraiment prendre des licences Spark parce que c'est génial». Et donc, grâce à ce business model, qui est un petit peu le même que Notion d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup pour prendre des notes et s'organiser avec Greg pour ce podcast, ça fait que nous, utilisateurs personnels, on a le droit de l'utiliser gratuitement. Donc cette application, je vous conseille de l'utiliser. Parce que déjà, c'est très simple de synchroniser vos comptes, surtout si vous êtes sur Gmail ou sur Outlook. Il agrège tout. Et vous avez une interface qui est très claire à utiliser avec des swipes sur lesquels vous définissez si un swipe court vers la gauche, ça va supprimer l'email. Si un swipe long vers la gauche, ça va l'archiver. Tout ça, c'est personnalisable. Et ensuite, l'application est plutôt agréable à utiliser, d'un très joli bleu. Et elle lit les mails entièrement. Et donc ça, c'est chouette. Et aussi bien donc sur mon téléphone, donc qui est un Android, ça marche super bien, que sur mon iPad, qui est sur iOS, obviously, ça marche très très bien. Donc je vous conseille, voilà, donnez un test si vous en avez vraiment marre d'utiliser les applications de Gmail comme moi. Jetez un œil. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait de version web. Donc ça, c'est dommage parce que du coup, quand je suis sur le web, je dois quand même utiliser Gmail. Et Greg, qu'en penses-tu? Parce que tu m'as dit que toi aussi, tu l'utilisais. Exactement. En fait, moi, ma petite histoire, c'est bon, je suis essentiellement sur les messageries Google aussi, et j'étais un utilisateur, un fervent utilisateur d'Inbox. Mm. Inbox, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était un service de Google un peu en bêta permanente, qui a vécu quelques années et qui était une sorte de manière assez radicalement nouvelle finalement de classer les mails. Il y avait des trucs cons, hein, mais par exemple, quand tu réservais un billet d'avion ou un billet de train, automatiquement, ça te créait un voyage avec les dates qui étaient récupérées automatiquement de ton mail et qui te mettait tout ça dans une belle interface avec ta date de départ, ta date de retour. Et tous les mails qui étaient relatifs à ce voyage, réservation d'hôtel, de voiture, je ne sais quoi, étaient rangés, agrégés au même endroit. Voilà, tu avais quelques fonctionnalités assez dingues, hyper pratiques. Pareil pour les achats, dès que tu achetais un truc, tout ça venait se mettre dans un onglet facture achat. Et donc, tu avais vraiment voilà, un classement intelligent des mails. Et Google a eu la bonne idée d'arrêter ce service Inbox. Alors, il a repris quelques fonctionnalités dans son Gmail, mais vraiment, moi, j'étais fâché de tout ça. Et du coup, je me suis tourné vers d'autres solutions. C'était il y a 3 ans à peu près. Et celle sur laquelle je suis atterri, c'est effectivement Spark, que j'utilise exclusivement. Donc, alors la question, on pourrait se dire, OK, pourquoi on utilise autre chose que le client mail par défaut de son téléphone ou de sa tablette? La réponse est très simple, c'est qu'en fait, la majorité des gens hein, utilisent le client mail par défaut. C'est tout à fait OK. Ça répond à pas mal de besoins. Mais dès que tu commences à avoir des besoins un petit peu plus évolués, que ce soit pour faire des recherches, pour classer automatiquement des emails, pour planifier des messages, pour t'intégrer avec d'autres services, bah, tout de suite, tu te retrouves un peu à l'étroit. Et Spark, en fait, est quand même hyper bien foutu, puisqu'il te permet voilà, de gérer plusieurs boîtes mail, d'avoir une vue unifiée de tes boîtes mail. Tu as un calendrier aussi qui est plugué dans l'appli qui te permet voilà, d'identifier tous les événements et de les ajouter. Et puis, tu peux également, tu as plein de fonctionnalités. Tu as des fonctionnalités de modèles automatiques qui sont intégrées. Tu peux programmer tes messages. Tu peux également intégrer avec plein d'applications tierces. Par exemple, tu peux directement envoyer un mail dans ton application de to-do préférée ou de prise de notes ou ce genre de choses. Donc en fait, il y a plein de fonctionnalités qui sont assez fun sans finalement alourdir l'interface. Donc ça reste très très simple à utiliser. Ça te classe automatiquement tes mails. Ils ont une fonction qui s'appelle Smart Inbox Ouais. qui te permet finalement de ne pas t'afficher tes mails par ordre chronologique, mais plutôt en te classant voilà, tous les mails automatiques. Je te les mets à un endroit. Tous les mails de vraies personnes, je vais te les mettre plutôt en avant parce que je sais que c'est des gens à qui tu veux répondre. Toutes tes newsletters, je vais te les mettre également d'une manière différente. Et puis, tu peux épingler des messages assez rapidement. Donc, c'est assez bien foutu, Ouais. franchement, c'est très simple, c'est gratuit, ça mérite vraiment d'être essayé. Et donc, voilà, moi, je l'utilise depuis quelques temps et j'en suis complètement satisfait. Et moi, contrairement à toi, je suis sur mes devices perso complètement dans l'environnement Mm. Apple. Voilà, que ce soit le Mac, que ce soit le téléphone ou la tablette. Du coup, j'ai la même appli partout. Et du coup, voilà, c'est très, très, très pratique d'avoir la même interface, les mêmes fonctionnalités qui me suivent, peu importe l'appareil que j'utilise, parce que je crois qu'il n'existe pas de version Android. Si, si. Ah si, 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 moi j'utilise... Ah ouais, Oh, ouais. j'ai dit une grosse Ah ouais, connerie, ouais. j'ai dit une Et grosse c'est connerie. d'autant Excuse-moi, plus, excuse-moi. c'est cool. Mon téléphone, c'est un Android.
Et j'ai un iPad et ça fonctionne nickel sur les deux plateformes. Donc, Ah ouais, bah, ah non, et c'est écoute, vraiment top. autant pour Ouais, moi. Du coup, je peux passer sur un téléphone Android. exactement, plus aucune excuse. C'était ce qui me gênait. Non, non, mais du coup, voilà, super, super, super application. Il y a en permanence hein, des startups qui essaient de réinventer le mail et la manière de le Mmh. consommer. Mais voilà, en tout cas, celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas disruptive, c'est-à-dire qu'elle va pas complètement désorienter les utilisateurs normaux des emails. Et pour autant, voilà, quand tu es un peu power user, elle a quelques fonctionnalités qui peuvent être hyper intéressantes. Donc ça, tout ça, c'est des bonnes raisons de le tester. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc on vous mettra le lien dans les notes et vous aurez qu'un clic à faire pour l'installer sur votre iPhone ou votre Android du coup. Exactement. Et n'hésitez pas. Oui. Et puis, si vous voulez nous répondre par email, quelles sont, si vous avez des astuces à partager sur cette messagerie qu'on n'aurait pas dite, ou si vous avez des raisons pour lesquelles vous n'aimez pas cette application, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail. On y répondra avec grand plaisir. Du coup, en tout cas, merci pour votre attention. On arrive donc à la fin de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, C'est n'oubliez pas. toujours trop court, Ouais, c'est Rémi, hein. clair, c'est C'est clair. toujours En trop fait, on court. va devoir dire seulement 3 heures de podcast 2 fois par semaine. Si l'épisode vous a plu, partagez-le déjà à vos amis, à vos ennemis, à vos collègues, on le disait en intro, à vos alternants, obligez-les, hein, ça les formera, ça leur donnera une idée de ce que c'est la tech aujourd'hui. Et surtout, laissez votre avis, notamment sur Apple Podcast, parce que c'est un peu la plateforme principale d'écoute des podcasts. Donc, si vous mettez 5 étoiles, ça nous aidera beaucoup. Et voilà, et du coup, ce que je vous propose, c'est également de vous abonner, tout simplement. On a une newsletter. Si vous ne souhaitez pas vous abonner tout de suite à l'appli de podcast, mais que vous souhaitez être notifié quand il y a un nouvel épisode avec le contenu de l'épisode et l'écouter en ligne, c'est possible. Vous allez sur encoreunpodcast.tech qui vous liste en fait tous les bons liens pour nous écouter, mais également le lien pour s'inscrire à notre newsletter qui sort une fois toutes les 2 semaines. Et vous pouvez aussi. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre Voilà, newsletter. exactement. Excuse-moi, vas-y. Donc la mienne. Alors, c'est quoi l'adresse de ta newsletter, C'est Rémi? une bonne question, ça. Lebrief.tech, lebrief.tech. Et toi, Greg? gregtayeb.substack.com et tous les Très liens sont facile. dans les notes de l'émission, comme d'hab. Génial. Écoute, merci Merci à beaucoup. vous. On vous souhaite encore une très bonne Bonne rentrée, rentrée. bon Rémi, je suis courage. ravi de poursuivre ce podcast pour la rentrée 2021-2022 avec toi. Et donc, on espère qu'on fera plein de petits épisodes Exactement. lors de cette nouvelle année scolaire qui Et commence. rendez-vous dans 15 jours du coup, pour le prochain épisode. À plus Merci. tard. Salut.